Ok, donc bonjour, du coup, effectivement, je vais vous parler de production de certificats pour le problème MACSAT, qui est une problématique qu'on a étudiée ces dernières années dans l'équipe Koala. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise, on va essayer de repartir à peu près du début. Donc admettons, on part d'un problème fictif. Vous souhaitez adopter pour votre famille au moins un animal de compagnie, donc vous avez le choix entre un chien, un chat, un poisson. Et vous ne voulez pas adopter à la fois le chien et le chat, peut-être le chien va attaquer le chat. Et vous ne voulez pas non plus adopter à la fois le chat et le poisson, peut-être le chat va manger le poisson. Donc ça c'est un problème trivial, hein. Il vous suffit de prendre un des trois au pif et vous avez gagné. Mais admettons, là pour notre besoin, on va le modéliser sous forme de problème SAT pour poser le vocabulaire et on va essayer de le résoudre comme ça. Donc qu'est-ce qu'on ferait? On poserait trois variables de décision, respectivement x1, x2, x3, pour savoir si oui ou non on adopte le chien, le chat et le poisson. Et on va poser trois contraintes booléennes. Donc une première contrainte, disons qu'on doit avoir au moins x1 égale à 1, ou x2 égale à 1, ou x3 égale à 1, ou une combinaison des trois. Une deuxième contrainte, disons qu'on doit avoir au moins x1 à 0, ou x2 à 0, ou une combinaison des deux. Et une troisième contrainte, disons qu'on doit avoir au moins x2 égale à 0, ou x3 égale à 0, ou une combinaison des deux. Donc ça, du coup, ça nous aide à poser le vocabulaire des formules propositionnelles. Donc on a un ensemble de variables booléennes, là j'en avais 3, x1, x2, x3. Grâce à nos variables, on peut définir les littéraux. Donc un littéral, ça va être soit une variable, soit sa négation. Grâce aux littéraux, on va pouvoir définir ce que c'est une clause. Donc une clause, autrement dit une contrainte de notre problème, ça va juste être une disjonction de littéraux. Et grâce à nos clauses, on va pouvoir définir ce que c'est une formule. Donc c'est juste un ensemble de clauses. Donc là, grâce à notre problème fictif, on a en bas de l'écran, du coup, notre formule propositionnelle. Et si on veut répondre à la question initiale, il nous suffit juste de déterminer est-ce qu'il est possible d'affecter une valeur booléenne à chacune des variables de manière à satisfaire toutes les clauses de la formule. Donc là, on va faire un essai. Donc on va affecter à x1 la valeur 1 et à x2, x3 la valeur 0. Et on voit que ça marche. La première clause, on voit qu'elle est satisfaite grâce au littéral x1. La deuxième, elle est satisfaite grâce au littéral non x2. Et la troisième est doublement satisfaite parce qu'à la fois on a affecté x2 à 0 et à la fois on a affecté x3 à 0. Donc là, ce qu'on a fait deux choses. Non seulement on a répondu à la question est-ce que oui ou non il est possible de satisfaire toutes les clauses, et en plus de ça, on l'a démontré. Si quelqu'un vous dit d'accord, vous dites oui, mais donnez-moi une preuve, vous pouvez juste lui donner l'affectation là, en disant essayez avec x1 égale à 1, x2, x3 égale à 0. Et voilà, donc vous avez produit un certificat, et ça c'est ce qu'on appelle un modèle. Donc un modèle, c'est une affectation des variables qui permet de satisfaire la formule. Donc là, ça marche. On va essayer une autre formule. Donc nouvelle formule, toujours trois variables, cette fois-ci il y a 4 clauses. On se demande est-ce qu'on est capable de satisfaire toutes les clauses de cette formule. Encore une fois, on fait une tentative, donc on affecte x1 à 0, x2, x3 à 1, ça ne marche pas. Satisfait 2 clauses, mais on en falsifie 2. On refait une tentative, ça ne marche toujours pas. Là, on commence à se dire, en fait, ça ne va jamais marcher. Donc, question, maintenant qu'on va se convaincre que cette formule-là, on ne pourra pas la satisfaire, comment on démontre ça? Alors, il y a un moyen assez simple, c'est ce qu'on appelle les réfutations par résolution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de notre formule de départ et on va faire des déductions logiques jusqu'à, à la fin, arriver à une contradiction qui nous dit c'est bon, cette formule, on est sûr, on ne peut pas la satisfaire. Pour faire des déductions logiques, on a une règle d'inférence pour SAT qui s'appelle la règle de résolution. Donc on va juste prendre deux clauses qui s'opposent et on va en déduire une troisième clause en plus des deux précédentes. Donc petit exemple en bas, si vous prenez la clause non x1 ou x2 et que vous prenez la clause non x2 ou non x3, ces deux clauses elles s'opposent bien sur la variable x2, donc vous pouvez déduire en plus des deux clauses une troisième clause non x1 ou non x3. Alors en faisant ça, en fait on va répéter cette déduction logique jusqu'à arriver à conclure que notre formule ne peut pas être satisfaite. Donc on va partir en haut de notre formule de départ, et puis on va appliquer successivement notre règle de déduction logique. Donc là par exemple à gauche vous avez une étape de résolution sur les clauses non x1 ou x3 et x1, ça permet de déduire la clause x3. Au milieu vous avez une deuxième étape qui permet de déduire la clause x2. À droite vous avez une troisième étape qui permet de déduire la clause non x3. Là on peut faire une pause. On a déduit la clause x3. Autrement dit, il faut affecter à x3 la valeur 1, sinon on n'a aucune chance de satisfaire la formule.
Mais de l'autre côté, on a déduit la clause non x3. Autrement dit, il faut affecter à la variable x3 la valeur 0, sinon on n'a aucune chance de satisfaire la formule sinon. Conséquence, on a bien une contradiction, on ne peut pas satisfaire la formule. Et la manière de représenter ça, c'est de dire que si on applique une dernière étape de résolution entre la clause x3 et la clause non x3, on déduit en bas une clause vide. Clause vide, c'est une clause où il n'y a pas de littéraux dedans, donc vous ne pouvez pas la satisfaire. Et du coup, l'ensemble des étapes de résolution, c'est ce qu'on appelle une réfutation par résolution, et c'est un certificat que notre formule ne peut pas être satisfaite. Alors, les certificats, donc les réfutations par résolution, elles ont été très étudiées par les gens de la communauté SAT, et notamment des classes bien particulières de réfutation. Alors, je vais vous en donner une, je vous dirai après à quoi elle me sert. Donc, on va dire qu'une réfutation, elle est read once, si chaque clause de ma réfutation ne sert qu'une seule fois pour en déduire une autre. Donc là, on voit que celle-là, elle n'est pas read once. Pourquoi? Parce que notre clause x1 ici, elle est utilisée deux fois. Une fois à gauche pour déduire la clause x3, une fois au milieu pour déduire la clause x2. Donc celle-là, elle n'est pas read once. Je vous dirai après à quoi me sert cette classe-là. Alors, là, j'ai parlé de SAT. Maintenant, je vais parler de MaxSat. MaxSat, c'est la même chose que SAT. On a toujours notre formule. Sauf que maintenant, on ne veut pas savoir si on est capable de satisfaire toutes les clauses de la formule. On veut savoir si on est capable... on veut savoir quel est le nombre maximum de clauses qu'on est capable de satisfaire. Si on regarde le problème de l'autre côté, on veut savoir quel est le nombre minimum de clauses qu'on est forcé de falsifier. Donc si je reprends la même formule que tout à l'heure, le même exemple d'affectation, je vois que je pouvais falsifier deux clauses. Mais est-ce que c'est ça, l'optimum pour MaxSat? Est-ce que c'est de falsifier deux clauses, ou est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux en falsifier qu'une seule? Ou est-ce que je peux faire encore mieux? Est-ce que je peux en falsifier zéro? Alors là, si vous vous rappelez de ce que j'ai montré juste avant, je vous ai montré une preuve que notre formule ne pouvait pas être satisfaite. Donc on est obligé de falsifier au moins une clause. Mais du coup, c'est quoi l'optimum MaxSat? C'est falsifier une clause, je ne sais pas encore comment on fait, ou est-ce que c'est de falsifier deux clauses? Première question. Et deuxième question, comment est-ce qu'on pourrait démontrer le résultat qu'on va affirmer? Donc si je vous dis l'optimum MaxSat, c'est de falsifier deux clauses, je ne peux pas faire mieux, comment je démontre ça? Un moyen qu'on a proposé, c'est de partir de notre formule et de transformer progressivement cette formule en un équivalent qui soit de cette forme-là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un ensemble de clauses vides, donc le nombre de clauses vides, c'est l'optimum MaxSat de la formule, et de l'autre côté, vous avez une sous-formule satisfiable. Donc par conséquent, si je prends ma formule là, par exemple, et que je la transforme en un équivalent avec deux clauses vides et une sous-formule satisfiable, ça veut dire que l'optimum MaxSat, c'est 2, parce qu'il y a deux clauses vides dans ma formule. Alors, on a un petit problème, c'est que l'intuition... Ah, pardon. C'est quoi la définition que tu entends par équivalent? Alors, équivalent, alors j'allais le dire juste après, mais je le dis maintenant. Donc, on va dire qu'une formule, elle est équivalente à une autre si quand vous décidez d'une affectation, vous falsifiez autant de clauses dans la première formule que dans la deuxième. Donc là, par exemple, j'avais dit que cette affectation-là, elle falsifie deux clauses. Ça veut dire que dans toutes les versions équivalentes de la même formule, elle falsifiera aussi deux clauses. Et du coup, c'est ça l'intérêt. Ici, si j'arrive à trouver une formule équivalente avec deux clauses vides dedans, comme je suis obligé de falsifier les deux clauses vides dans ma formule équivalente, ça veut dire que je suis obligé de falsifier deux clauses dans ma formule originale. Donc, du coup, pour faire cette transformation, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est d'utiliser le moyen qu'on connaît pour déduire des clauses vides, c'est les réfutations par résolution. Si je vous ai montré tout à l'heure, je partais de ma formule, je déduisais une clause vide. Petit problème, je le déduisais en utilisant la règle de résolution, qui, elle, justement, elle ne préserve pas cette équivalence MaxSat, parce qu'en fait, quand vous appliquez la règle de résolution, vous ajoutez de nouvelles clauses à la formule, donc en fait, votre optimum MaxSat, il grossit progressivement. Donc si je veux faire cette transformation d'une formule en un équivalent, je vais devoir utiliser des règles de transformation qui sont valides pour MaxSat. Alors, première règle, c'est la max résolution. En fait, c'est l'adaptation de la règle de résolution pour MaxSat. Donc, la règle de résolution, si vous vous souvenez, j'avais deux clauses qui s'opposent, j'en déduisais une troisième. Là, j'ai deux clauses qui s'opposent. Je déduis toujours ma troisième clause, mais je déduis aussi un ensemble de clauses de compensation qui, justement, vont servir à préserver l'équivalence entre les deux formules. Donc ça, c'est la première différence. Je ne déduis pas une clause, je déduis un ensemble de nouvelles clauses. Et deuxième différence, pour préserver l'équivalence MaxSat,
quand j'applique la règle de max résolution, je consomme les deux clauses sur lesquelles je l'applique. Donc là, par exemple, si je reprends les mêmes deux clauses que tout à l'heure, donc la clause non x1 ou x2, non x2 ou non x3, que j'applique la règle de max résolution dessus, je vais consommer mes deux clauses, donc pop, je les prends, je les supprime, et je vais rajouter 3 nouvelles clauses à la place, donc la même clause que pour la résolution, et 2 clauses de compensation, pour garantir le fait que ma formule après transformation sera équivalente à ma formule avant transformation. Alors des règles d'inférence maxat, il y en a d'autres. Il y en a une autre qui va m'être utile ici, que je montre, c'est la règle du split. La règle du split, elle est très simple. Je vais prendre une clause, je vais la remplacer par la même clause dupliquée une fois, auquel je vais rajouter une variable. Je vais voir après quel est l'intérêt de cette règle-là. Alors du coup, ce que je disais donc juste avant, c'est moi, ce que je veux, c'est prendre ma formule et avoir un équivalent à cette formule avec un ensemble de clauses vides, donc le nombre de clauses vides, c'est l'optimum maxat, et une sous-formule satisfiable. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider des réfutations par résolution pour transformer ma formule en un équivalent contenant un certain nombre de clauses vides. Donc en fait, je vais prendre ma formule, je vais calculer une réfutation par résolution dessus, ça va me donner un moyen pour SAT, c'est-à-dire avec la règle de résolution de déduire la clause vide, et ce moyen, je vais l'adapter pour qu'il utilise des règles maxat. C'est ce qu'on va appeler une max réfutation. Je vais l'appliquer sur ma formule, ça va me permettre de transformer ma formule en un équivalent contenant une clause vide, puis je vais répéter le processus, ça va transformer ma formule en un équivalent contenant 2 clauses vides, etc., jusqu'au moment où j'aurai fini. Alors, il y a un petit souci, c'est que partir d'une réfutation par résolution, en déduire une max réfutation de la même formule, on ne sait pas faire. Enfin, jusqu'à il y a peu de temps, on ne sait pas faire, sauf dans un cas particulier, qui est le cas with once. Donc le cas with once, comme je vous ai dit, une réfutation elle est with once si chaque clause est utilisée maximum une fois. C'est le cas ici. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Vous prenez chaque résolution, vous la remplacez par la même max résolution, vous obtenez une max réfutation à droite. Et cette max réfutation, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que si vous prenez votre formule initiale ici, elle est équivalente à toutes les clauses de ma max réfutation qui n'ont jamais été utilisées. Donc autrement dit, vos 4 clauses ici sont équivalentes aux 2 clauses ternaires qui n'ont jamais été utilisées et à la clause vide. Donc petit problème du coup, c'est que dans le cas with once, on sait faire cette adaptation. Dans le cas non with once, on ne sait pas le faire. Donc une partie de cette présentation, ça va être de montrer comment on fait les transformations des réfutations en max réfutation. Donc là, dans ce cas-là, on voit qu'à gauche, on a une clause qui est utilisée plusieurs fois. Conséquence, si je prends la résolution de gauche, que je la transforme par une max résolution, je vais consommer la clause x1, donc je ne pourrai plus l'utiliser la deuxième fois. Donc il va falloir trouver un moyen de dire je me débrouille autrement. Donc là, c'est un exemple fait à la main. Mais dans le cas général, comment on fait? Alors du coup, avant de revenir sur la production vraiment de certificats pour Maxat, donc je vais m'attaquer à cette problématique, comment on fait pour transformer des réfutations en max réfutation, et je vais vous proposer deux méthodes. Alors première méthode qu'on a imaginée, c'est ce qu'on va appeler l'algorithme de génération de remplaçants. C'est assez simple en fait, on va prendre la réfutation, on va la dérouler, c'est-à-dire qu'on va prendre la première étape de résolution, on va la remplacer par une max résolution, on va l'appliquer, on va prendre la deuxième étape de résolution, on va la remplacer par une max résolution, on va l'appliquer, etc. Le problème qui va se poser, si jamais c'est with once, si notre réfutation est with once, tout va bien se passer. Par contre, si elle ne l'est pas, à un moment, on va vouloir appliquer une max résolution alors qu'il va manquer une clause. Dans ce cas-là, on va voir qu'on va juste lancer une sous-procédure pour avoir une copie, un remplaçant pour la clause dont on a besoin. Alors, exemple, pour que ce soit plus clair. Donc là, on prend notre réfutation telle que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc la première étape, première résolution sur les clauses non x1 ou x3, x1. Pour l'instant, elles sont là. Donc il n'y a pas de problème. On prend là l'étape de résolution, on la remplace par la même max résolution et on l'applique sur la formule. Conséquence, on a consommé nos 2 premières clauses et on en a 2 nouvelles à la place. Maintenant, on continue. Deuxième étape, on a une résolution entre la clause x1 et la clause non x1 ou x2. Et c'est là qu'est le problème. La clause x1, on l'a consommée pendant la première étape. Donc là, on va lancer une sous-procédure pour avoir une copie de notre clause x1. Alors, cette sous-procédure, en quoi elle consiste? On va recopier les clauses de la formule
et on va propager la falsification, alors ça peut être un peu technique, mais en fait c'est assez simple, de la clause qu'on cherche à obtenir. Donc là, on cherche à obtenir x1, on va propager non x1. Pardon? Ah non, j'ai cru. Non, pardon. Demandez c'est type Davis-Putnam. C'est? Davis-Putnam. Oui, c'est un peu le même ordre d'idée. Alors du coup, je disais, on va propager non x1, ça vous nous donne une formule. On va se poser la question, est-ce que cette formule est satisfiable, oui ou non? Réponse non. Ben voilà la preuve. On a cette réfutation par résolution qui permet de déduire la clause vide. Sauf que comme cette réfutation, elle permet de déduire la clause vide, si on annule la propagation qu'on vient de faire, notre réfutation, elle ne déduira plus la clause vide, mais une copie de la clause qu'on voulait. Donc c'est à droite. On voit bien qu'on déduit la clause x1, c'est la clause qu'on cherchait. Donc on va prendre cette réfutation, on va l'insérer dans notre transformation globale. Ça nous ajoute une étape de résolution sur deux clauses qui sont présentes dans la formule. Donc on prend la résolution, on la remplace par la max résolution, on l'applique. Et maintenant, on a notre remplaçant pour la clause x1 qui nous manquait. Donc on peut revenir à la deuxième étape de résolution de la réfutation initiale, se rendre compte que les deux clauses sont dans la formule. Donc on prend la résolution, on la remplace par la max résolution, on l'applique. Troisième étape de résolution de notre réfutation initiale sur les clauses x2 et non x2 ou non x3. Il n'y a pas de problème, elles sont là, on prend la résolution, on la remplace par la max résolution, on l'applique. Et enfin, dernière étape de résolution sur les clauses x3 et non x3. Et là, on a un petit problème, parce que la clause x3, on l'a consommée en voulant générer un remplaçant pour la clause x1. Donc pareil, on lance notre petite sous-procédure, on prend les clauses qui sont actuellement dans la formule, on veut la clause x3, donc on propage la falsification de la clause x3, donc on propage non x3, ça nous donne une formule. On se demande, est-ce que cette formule est satisfiable, oui ou non? Alors en fait, la réponse est toujours non, sinon on n'aurait pas de réfutation par résolution initiale. Du coup, ça nous dit que notre formule, elle n'est pas satisfiable et on a cette preuve-là, donc cette réfutation. Elle déduit la clause vide, donc si on annule la propagation qu'on a faite, ben, on a une réfutation qui déduit un remplaçant pour la clause qu'on voulait. Cette réfutation, on la prend, on l'insère dans notre transformation globale. Ça nous rajoute deux étapes de résolution. Première étape sur les clauses non x1 ou x3 et x1 ou non x2. Elles sont dans la formule, on prend la résolution, on la remplace par la max résolution, on l'applique. Deuxième étape sur les clauses non x2 ou x3 et x2 ou x3, elles sont dans la formule, on prend la max résolution, on remplace par la max résolution, on l'applique. Et enfin, finalement, la dernière étape de notre réfutation initiale sur les clauses x3 dont on a généré le remplaçant et la clause non x3, elles sont là. On prend la résolution, on la remplace par la max résolution et on l'applique. Du coup, conclusion de cette transformation, on a pris notre réfutation, on l'a adaptée en max réfutation. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette max réfutation? Elle nous dit que nos 4 clauses de la formule initiale, elles sont équivalentes à toutes les clauses qui n'ont jamais été consommées, à savoir les 2 clauses ternaires et la clause vide. Sauf que, du coup, comme je vous disais quand je vous donnais la définition de l'équivalence maxat, comme notre formule initiale, elle est équivalente à celle-là, qui contient une clause vide, et qu'on est forcé de falsifier une clause vide. Ça veut dire, quelles que soient les décisions que vous prenez dans votre formule initiale, vous êtes forcé de falsifier une clause. C'est première remarque. Et deuxième remarque, si vous regardez votre formule, si vous regardez ce morceau-là, vous devez vous rendre compte assez facilement que ce morceau il est satisfiable en fait. Pendant que vous affectez tout à 0, c'est fini. Du coup, ça veut dire qu'il est possible dans cette formule de ne falsifier qu'une clause et on est obligé d'en falsifier une. Ça veut dire que c'est aussi le cas dans la formule initiale. Donc l'optimum maxat pour cette formule, c'est de falsifier une clause. Alors, là, je vous ai montré un premier moyen donc pour adapter les réfutations par résolution en max réfutation. On a un petit souci avec ce moyen, c'est qu'on n'a pas de garantie. Nous, ce qu'on aimerait, c'est dire, voilà, on est capable de calculer une max réfutation à partir d'une réfutation, et dans certains cas, la taille de la max réfutation elle sera raisonnable par rapport à la taille de la réfutation. Ça, avec l'algorithme de génération de remplaçants, on n'a pas réussi à avoir des bornes théoriques. Donc on aimerait proposer un autre moyen avec des cas simples. On dit voilà, là vous avez une liste de cas simples, tout se passe bien. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. L'idée, c'est qu'on va partir d'un cas très simple et on va augmenter petit à petit le cas très simple. Donc là, pour l'instant, dans la littérature, le cas très simple, c'était with once. On va étendre petit à petit
Et d'abord, on va faire le cas true-like regular. Du coup, petit... Oui. Désolé. Tu peux revenir sur la table. Quand tu dis linéaire ou exponentiel à droite, ça veut dire linéaire par rapport à la taille de la réfutation Oui, voilà. ou par rapport à la formule? Si la taille de la réfutation par résolution, c'est K, ça veut dire que ce sera une constante fois K pour le cas linéaire. Ça Et peut l'autre... être linéaire par contre dans la taille d'un tout qui est exponentiel par rapport à la... Oui, exactement. On sait que quand vous avez une formule qui n'est pas satisfiable, la preuve qu'elle n'est pas satisfiable, donc la réfutation par résolution, elle peut être exponentielle par rapport à la taille de la formule. Du coup, si vous êtes dans un cas où vous êtes linéaire par rapport à une réfutation qui est exponentielle, ça vous embête. Et ça fait partie des cas où la production de certificats, c'est un peu gênant. Donc pour être 2 fois exponentielle, c'est-à-dire que ta réfutation soit exponentielle et que Alors, quand tu passes à la c'est une bonne question. Savoir si on a doublement exponentiel. Alors, on a exhibé des cas où c'était exponentiel par rapport à quelque chose qui était polynomial par rapport à la taille de la formule. Mais on n'a pas encore trouvé de cas où c'était exponentiel par rapport à une réfutation exponentielle par rapport à la taille de la formule. Et justement, je vais revenir à la fin sur ça, mais c'est une question ouverte. C'est-à-dire pourquoi c'est exponentiel ici? Juste pour savoir si j'ai bien compris, donc sur la construction de la slide précédente, tu obtiens une clause vide. Mhm. Et donc ensuite, si la formule n'est pas satisfiable, tu réappliques... Oui, exactement. Ça va être la toute dernière partie. Donc si jamais les deux clauses-là ne sont pas satisfaibles, je recommence, j'obtiens une deuxième clause vide, etc., etc. Donc si vraiment, s'il faut falsifier 10 clauses vides, je réapplique 10 fois le processus. Le truc exponentiel, c'est une étape ou c'est global? Alors, Parce que s'il y a 5 clauses vides, c'est... oui, voilà, s'il y a 5 clauses vides, on peut considérer qu'on a 5 chances de tomber dans ce cas-là. Après, même si le cas général, là je montre exponentiel, en fait il est exponentiel mais il est paramétré. C'est-à-dire que dans le cas général, le paramètre il est assez petit en fait. Donc il n'arrive pas si souvent, mais il arrive. Voilà. Alors du coup, j'en étais ici. Ah oui. Donc je vous disais, là on va partir d'un cas très simple qui est le cas true-like regular. Vous ne savez pas encore ce que ça veut dire true-like regular, on va y venir. Et on va augmenter petit à petit ce cas-là. Donc, true-like regular, c'est true-like et regular. Donc, on va dire qu'une réfutation, elle est true-like. Si jamais les seules clauses qui ont le droit d'être utilisées plusieurs fois, c'est les clauses de la formule d'origine. Donc, true-like, c'est une généralisation de with once. Donc, du coup, notre réfutation qui n'était pas à with once à cause de la clause x1, elle est true-like parce qu'on a le droit. Maintenant, la clause x1 ne pose pas de problème. C'est les autres clauses qu'on ne va pas utiliser plusieurs fois. Donc, ça, c'est true-like, c'est très simple. Regular, un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus. Une réfutation, elle est regular s'il n'y a aucune branche dans ma réfutation avec 2 résolutions sur la même variable. Alors, exemple, si je prends la branche de gauche, j'ai une résolution sur la variable x1, une résolution sur la variable x3. Cela ne me pose pas de problème. Elle me poserait problème si, par exemple, j'avais 2 résolutions sur la variable x1. Donc là, si vous essayez toutes les branches, vous pouvez vous rendre compte assez facilement qu'il n'y a jamais de branche avec 2 résolutions sur la même variable, donc tout va bien. Celle-là, elle est regular. Parce que j'ai l'impression que quand tu fais une résolution, la variable sur laquelle tu fais la résolution, elle disparaissait. Elle pourrait réapparaître. Oui, voilà, c'est ça. On pourrait imaginer, par exemple, que je prenne une autre clause avec x1. Par exemple, là, je fais ma résolution sur la variable x1. Et puis après, là, j'ai x1 dans ma clause. Donc x1 réapparaît, et puis après, je dois le refaire disparaître. Alors, petite parenthèse, oui, cette condition-là, elle n'est pas si anodine, parce qu'en fait, le fait d'avoir une réfutation regular, ça veut dire que vous avez dans le cas général une réfutation qui est plus grande que si elle ne l'était pas. Alors que l'intuition, ce serait de se dire, alors ça c'est le cas général, on va voir le cas particulier après, l'intuition, ce serait de se dire, c'est une condition évidente, se dire, on a envie d'avoir la réfutation la plus simple possible, donc on la veut regular. En fait, dans le cas général, ce n'est pas le cas. Le fait de la vouloir regular, ça peut entraîner d'avoir une réfutation beaucoup plus difficile que si elle ne l'était pas. Alors, sauf dans un cas particulier qu'on va voir juste après, et qui va m'aider. Alors du coup, moralité, j'ai ma réfutation, true-like regular. Comment je fais pour la transformer en max réfutation? En fait, je vais prendre les clauses qui sont utilisées plusieurs fois, qui du coup, comme elle est true-like, sont tout en haut. Et je vais essayer de me dire, ma clause là, elle est utilisée plusieurs fois, donc il faudrait que je trouve un moyen d'en avoir plusieurs copies. Sauf que pour en avoir plusieurs copies, je vous ai donné un moyen que j'ai caché un peu, c'est la règle du split.
Donc la règle du split, si vous vous souvenez, je prends une clause, je la scinde en deux nouvelles clauses. Donc en fait, là, ma clause x1, si j'applique la règle du split sur ma clause x1 et sur une variable bien choisie, je vais pouvoir transformer ma clause x1 en deux nouvelles clauses qui vont prendre la place de x1 pour la suite des calculs. Maintenant, question, comment on choisit la variable sur laquelle on split? En fait, on va partir de notre clause x1, on va explorer les branches qui partent de x1 jusqu'à trouver le point de jonction. Donc là, le point de jonction des deux branches qui partent de x1, c'est la dernière étape de résolution sur la variable x3. Et du coup, on peut démontrer que si on applique la règle du split sur notre clause x1 et sur notre variable x3, on a deux nouvelles clauses, et ces deux nouvelles clauses peuvent prendre la place de x1 pour la suite de la réfutation. Du coup, là, on est revenu au cas Widwans. Il n'y a plus jamais de clause utilisée plusieurs fois. Donc on peut appliquer le cas simple, qui est de dire on remplace chaque résolution par une max résolution et on a fini. Donc le cas TULAC, on a juste appliqué cette règle du split, on a fini. Enfin le cas TULAC régular, pardon. Le cas TULAC, et c'est là où je disais la condition régular, elle peut être intéressante oui ou non. En fait, on a un résultat connu qui est que quand vous prenez une réfutation qui est TULAC, que vous essayez de réduire sa taille, bah, elle devient régular. Donc dans ce cas-là, tout va bien, on est content d'avoir cette condition régular. Et en fait, le moyen de faire simple, donc là vous avez une réfutation alors qui n'est pas régular, justement. Si vous regardez la plus grande branche, on a une résolution sur la variable x1, puis à un moment donné, on réintroduit la variable x1 et on l'enlève à nouveau. Donc là, elle n'est pas régular. Sauf que comme elle est TULAC, voilà, là elle est plus simple, elle est même Widwans, mais elle est TULAC en particulier, bah, il suffit juste de défausser la première résolution, d'enlever aussi les autres résolutions qui sont devenues inapplicables parce qu'on a enlevé la première, et on obtient une réfutation plus simple, alors vraiment plus simple dans ce cas-là, qui est TULAC régular. Donc si vous avez une réfutation TULAC non régular, vous pouvez très facilement la rendre régular et c'est fini. Alors, donc là, je vais continuer à étendre. Là, c'est... Oui. Juste dans le résultat TULAC régular, il y a deux slides. Je n'ai pas compris où tu utilises l'aspect régulier de... En fait, je l'utilise, hop, ici. J'ai dit, je pars des branches jusqu'à arriver au point de jonction. Ce point de jonction, il est unique parce que c'est régular. Si c'est pas régular, pardon, je reprends. Je reprends, j'ai mélangé l'explication. Ce point de jonction, il est unique parce que c'est TULAC, mais la transformation est valable parce que c'est régular. Parce que si jamais il n'est pas régular, peut-être que la variable, elle est déjà là-dedans, donc on ne peut pas la rajouter une deuxième fois. Donc en fait, il faut que ce soit régular il faut que ce soit régular sur cette variable-là. Parce que sinon, vous ne pouvez pas appliquer la règle du split tout en haut. Voilà, et du coup, comme j'ai dit, le fait que ce soit TULAC, la condition, c'est pour avoir un point de jonction unique. Parce que s'il y en a deux, on ne sait pas quelle variable choisir, ça ne va pas marcher. Alors, du coup, je repars. Hop, j'en étais ici. Donc là, on va étendre une petite dernière fois notre cas facile pour les réfutations qu'on appelle semi-TULAC. Donc une réfutation semi-TULAC, c'est une réfutation où si vous prenez n'importe quelle branche, vous avez maximum une clause utilisée plusieurs fois. Donc là, celle-là, il n'y a qu'une clause utilisée plusieurs fois. Donc en particulier, il n'y a qu'une clause par branche utilisée plusieurs fois. Il y a des branches où il n'y en a pas. Ce cas-là, en fait, on va juste démontrer que si vous avez une réfutation semi-TULAC, vous pouvez la découper en deux morceaux. Le morceau du haut, en violet, qui est Widwans, le morceau du bas, en noir, qui est TULAC. Vous prenez les deux morceaux, vous les traitez indépendamment, vous les recollez, tout va bien. Ensuite, dernier cas, le cas général. Donc là, on a une réfutation qui n'est pas semi-TULAC. Comment on fait? Alors pourquoi elle n'est pas semi-TULAC? Parce que si vous regardez bien, notre clause x4 ici est utilisée deux fois, et son descendant, la clause x1, est utilisée deux fois aussi. Et c'est là qu'on va accepter une augmentation au pire exponentielle de la taille de la réfutation, en fait pour se ramener au cas d'avant, qui est le cas semi-TULAC. Donc là, on voit que la clause x1, c'est la clause x1 qui nous pose problème parce qu'elle est utilisée deux fois et qu'elle est descendante d'une autre clause utilisée deux fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le morceau de la réfutation qui génère la clause x1 et on va le dupliquer pour avoir plusieurs copies. Et du coup, là, on a deux occurrences de la clause x1 et on s'est ramené au cas précédent. Et en fait, c'est ce passage-là, c'est ce petit calcul-là qui, dans le pire des cas, nous entraîne une augmentation exponentielle de la taille de la réfutation. Alors là, ce n'est pas le cas, on a rajouté une étape. Donc en fait, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de cas où ce passage-là, ça va. Il est quand même assez gérable. Donc là, du coup, on est revenu au cas TULAC, même au cas et même au cas TULAC régular.
Donc on va pouvoir appliquer le traitement basique, qui est de dire on a deux clauses utilisées plusieurs fois, la clause x4, la clause x1 ou non x4. La clause x4, elle a trois branches, on explore les trois branches, on arrive au point de jonction qui est une résolution sur la variable x3. Donc on applique la règle du split sur la clause x4 et sur la variable x3. On obtient deux nouvelles clauses qui prennent la place de notre clause x4 pour la suite, mais une des deux nouvelles clauses est utilisée deux fois. Donc on réapplique le même processus, cette fois-ci on split sur la variable x1. Donc on a résolu les problèmes qu'on avait à gauche. Maintenant il nous reste les problèmes qu'on a à droite, c'est-à-dire la clause x1 ou non x4 qui est utilisée deux fois, donc même chose. On fait le parcours, on trouve le point de jonction, ça nous donne la variable sur laquelle splitter. Et enfin, maintenant tout est bon, on est revenu au cas Widwans. Donc on remplace chaque résolution par une max résolution. Et on a transformé notre réfutation initiale en une max réfutation, alors cette fois-ci de la taille au pire exponentielle. Alors, du coup, on va revenir petit à petit à notre problématique initiale. Comment est-ce qu'on certifie l'optimum maxat d'une formule? Alors là, on avait une formule, l'optimum maxat c'était 1, donc ça va, il suffit juste de calculer une max réfutation. Mais sinon, comment on fait? En fait, simplement, on va avoir un algorithme itératif où première itération, on prend notre formule, on calcule une réfutation par résolution, on l'adapte en max réfutation, on l'applique, ça donne un équivalent contenant une clause vide, puis après on recommence sur ce qui reste. Ça va nous donner un équivalent avec deux clauses vides, etc., etc. Et au bout d'un moment, on va trouver quelque chose de satisfiable. Alors, comme ça, on va l'implémenter en utilisant les solvers SAT modernes. On va rajouter un petit cas particulier qui est à cause des traitements que font les solvers SAT. Le cas particulier, c'est ce qu'on appelle semi-Widwans, qui se rend compte que dans beaucoup de réfutations qui vont être générées par des solvers SAT, les principales clauses qui vont être utilisées plusieurs fois, elles sont unitaires. Elles n'ont qu'un littéral. Et dans ce cas-là, on a un traitement qui marche, qui est assez simple, qui est de dire, ma clause, là, la clause x1, elle est utilisée plusieurs fois. Si en fait, j'enlève les résolutions qui la concernent, hop, encore une, finalement, j'ai une réfutation où, là, j'arrive à la clause x1 et puis plus rien, et le bout de ma réfutation, j'arrive à la clause non x1. En fait, il me suffit juste de rajouter une dernière étape, et j'ai une réfutation de la même formule, sauf que j'ai une clause qui pose problème en moins. Là, je peux répéter. J'ai une autre clause qui est utilisée plusieurs fois et qui est unitaire, c'est la clause x4. Donc ce que je vais me dire, c'est que les résolutions qui concernent x4, je vais les enlever. Du coup, là, maintenant, ma réfutation me permet de déduire non x4, et du coup, je vais réinjecter une dernière étape de résolution. Et donc là, sans même avoir utilisé toute la machinerie que j'ai montrée juste avant, parce que c'était le cas facile avec des clauses unitaires et que c'est un oracle SAT, parce que c'est vraiment, c'est parce que c'est un solver SAT moderne qui a fait cette réfutation qu'on a pu la transformer comme ça. Et du coup, j'ai été capable de la transformer en une réfutation beaucoup plus simple où je n'ai pas à lancer toute la machinerie. Hop, et du coup, là, comme elle est Widwans, je remplace chaque résolution par une max résolution et j'ai fini. Alors, du coup, pour finir, comment marche? Maintenant, j'ai le traitement intermédiaire, c'est-à-dire comment je transforme une réfutation en une max réfutation. Maintenant, comment je m'en sers pour avoir mon certificat? Donc, j'ai dit, je prends ma formule, je me demande, est-ce qu'elle est satisfiable? Oui ou non? Donc ça, c'est un solver SAT en fait qui me le dit. Donc j'appelle un oracle SAT qui va me dire, est-ce que ma formule est satisfiable ou non? Donc réponse, non. Voici la preuve. C'est la réfutation par résolution qui est ici. Alors celle-là est simple, elle est Widwans. Donc on va l'adapter en une max réfutation de la même formule. Cette max réfutation, on l'applique. Et en fait, elle va nous remplacer les trois clauses qui sont en haut par les deux clauses qui ne sont pas utilisées. Et en particulier, du coup, notre formule va être équivalente à une formule contenant une clause vide. Du coup, comme elle contient une clause vide, on est forcé de falsifier au moins une clause. Donc ça veut dire que dans la version équivalente, c'est-à-dire la formule d'origine, on est forcé de falsifier au moins une clause. Et maintenant, on recommence. On a notre formule avec une clause vide, on met la clause vide de côté, et on se demande sur ce qui reste de la formule, est-ce que c'est satisfiable oui ou non? Réponse non. Et l'oracle SAT nous dit, voilà une réfutation par résolution de cette formule. Cette réfutation, on la prend, on l'adapte pour maxat. Alors là, c'est le cas semi-Widwans, c'est-à-dire il n'y a que des clauses unitaires qui sont utilisées plusieurs fois. Et du coup, cette max réfutation, on l'applique sur la formule. On obtient un équivalent contenant deux clauses vides. Donc là, on a continué notre chemin. Ça veut dire que notre formule initiale, on était forcé de falsifier au moins deux clauses. On continue. On a notre formule. On met les deux clauses vides de côté. Est-ce que le reste est satisfiable? Réponse de l'oracle SAT. Oui, vous affectez toutes les variables à 0, vous avez votre formule satisfiable. Conséquence, si vous mettez bout à bout toutes les transformations effectuées
c'est ce qui est ici. En fait, j'ai mis les deux max réfutation bout à bout. Vous avez la preuve que vous êtes obligé de falsifier au moins 2 clauses. Parce que vous avez 2 clauses vides. Et deuxième conséquence, j'ai une affectation des variables permettant de falsifier exactement 2 clauses. Donc au moins 2 clauses, au plus de clauses, j'ai bien 2 clauses falsifiées, et c'est bien mon optimum maxat. Et les transformations plus l'affectation, c'est la preuve du résultat. Alors ce que je vous ai montré, on l'a implémenté. Donc on a fait un outil pour produire des certificats maxat pour les instances de la littérature, et un deuxième outil pour vérifier les 10 certificats. Et on l'a mis à disposition de la communauté scientifique. Donc, en fait, itérativement, on va appeler un oraclostat qui s'appelle BoolForce et son vérificateur tracecheck pour calculer en fait une réfutation par résolution. Et à la fin, au bout d'un moment, on va arriver au fait qu'on va trouver un modèle de ce qui reste de la formule. Voilà, du coup, ce que je vous ai montré là, je vous ai montré 2 choses. Je vous ai montré comment on faisait pour partir d'une réfutation par résolution, déduire une max réfutation. C'est quelque chose qu'on ne savait pas faire avant. Et je vous ai montré comment on pouvait utiliser ce résultat-là pour produire des certificats maxat pour les instances de la littérature, chose qu'on ne savait pas faire non plus avant. Voilà, merci. Merci, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je veux bien que tu reviennes dans le slide 43 où tu nous as dit que le truc, voilà, ça. C'est quoi exponentiel exactement? C'est exponentiel en quoi? Alors, donc en fait, donc on va dire, si je simplifie puis après j'irai dans le détail. Donc si la taille de la réfutation initiale, donc qui est voilà celle-là, c'est on va dire t, ben la taille de la max réfutation sera exponentielle en t. Ça c'est le cas simple. D'accord, donc ce sera 2 puis 2. Alors, je reprends. Enfin, c'est pas je reprends, la suite maintenant. La suite, en fait, on ne s'est pas contenté de ça. On a dit, en fait, il n'est pas exponentiel. Ça dépend pas juste de la petite zone où il y a la... Voilà, et c'est là vers lequel je vais. En fait, ça dépend... D'ailleurs, c'était celle-là. En fait, ça dépend... On a paramétré notre exponentielle, non pas par la taille de la réfutation initiale, on l'a paramétré de manière un peu plus précise, et c'est pour ça que dans la plupart des cas, ça se comporte bien, par le nombre d'utilisations en trop des clauses qui nous posent problème. Donc là, autrement dit, là, si vous regardez la clause x1, c'est la seule clause qui nous pose vraiment problème pour revenir au cas submit-we-like, et elle est utilisée une fois de trop. Donc en fait, vous n'êtes pas exponentiel par rapport à la taille de la réfutation, vous êtes exponentiel par rapport à 1. Donc ça veut dire que là, dans le pire des cas, notre max réfutation, notre réfutation va doubler de taille pour devenir submit-we-like. Voilà, si jamais... Alors voilà, si jamais par exemple, là il y a x1 qui est utilisé une fois en trop, et puis voilà, s'il y a k variables utilisées, ben, tu as 2 puissance k fois la taille de la réfutation initiale. Et je termine peut-être sur cette question, et c'est là, quand on a dit qu'on a identifié des cas où justement c'est exponentiel, en fait, il faut imaginer une réfutation, est-ce qu'on a un feutre? Je pense que tu vas devoir en faire plusieurs. Alors on va essayer, on a de la chance. Il faut imaginer, si on a une réfutation, alors j'explique le dessin qui est de cette forme-là. Cette forme-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clauses utilisées plusieurs fois, c'est les liaisons. Donc là, on a une réfutation, donc en fait, hop, là on a une clause C, là on a une clause C', là on a une clause C seconde, ça nous donne 2 nouvelles clauses qui entrent en résolution pour déduire cette clause-là, et après c'est le même principe à chaque fois. Hop, du coup, en fait là, on enlève l'extérieur. Du coup là, si on applique notre transformation, ce qu'on va faire, c'est que on va doubler la taille de la réfutation. Alors au pire, hein, en fait, on va doubler la taille du morceau de réfutation pour revenir au cas où cette clause-là ne soit plus utilisée, ce qui fait qu'en fait, celle-là, au lieu d'être utilisée 2 fois, elle va être utilisée 4 fois. Du coup, celle-là étant utilisée plusieurs fois, on va doubler au pire des cas la taille de la réfutation pour que celle-là ne soit plus utilisée plusieurs fois, sauf que c'est celle-là qui va être utilisée 8 fois à la place de 2, etc. etc. Et donc c'est ce cas-là où on a une exponentielle. Oui, sauf effectivement. Sauf qu'on a simplifié les calculs parce que voilà, si on effectivement, on pourrait imaginer que
On pourrait imaginer des cas un peu plus difficiles, on va dire, etc., etc. Et donc les calculs étaient plus compliqués à faire. Et donc on l'a juste paramétré par le nombre d'utilisations en trop. Alors qu'effectivement, peut-être qu'on pourrait affiner les calculs et dire, il va être exponentiel la taille effectivement de. Voilà, si tout est voilà, si tout est en ligne droite, c'est pas spécialement grave. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement la règle de la max résolution, les clauses qui vont être générées. Est-ce que tu peux la remettre? Alors, Les clauses auxiliaires. celle-là. Oui. Donc en fait, Vous pouvez l'expliquer si on prend la max résolution ordinaire, oui. Dans le même sens, expliquer aussi pourquoi ça préserve le nombre de clauses dans cette. Désolé. Alors, il n'est pas facile ça, oui. Du coup, si vous donc en fait, si vous déduisez celle-là, c'est pas équivalent. Ça se prouve. Alors, est-ce qu'on peut. J'ai réfléchi à un exemple d'affectation. Alors, si vous affectez. Voilà, alors par exemple, si vous affectez. Si vous affectez tout à 1, ça marche. Et idéalement, il faudrait un cas. Pour vous convaincre, il faudrait un cas où si on enlève ces deux clauses, ça ne marche plus. Alors, x1 à 0, x3 à 0. Donc là, on a. Donc là, ça fait bien 1 ici. Et par contre, 0. Alors attendez. Là, c'est satisfait. Les deux sont. Alors, dans quel cas est-ce que. Bon, voilà. Du coup, l'explication générale, c'est que voilà, si on ne met pas celle-là, c'est pas équivalent. C'est-à-dire que il y a des moments où on va. Voilà, il y a des moments où ces deux clauses-là ne sont pas équivalentes à cette troisième. Et du coup, on est obligé de rajouter des petites clauses en plus. Alors, en fait, elles sont faites de telle manière à ce que si jamais là, on voit qu'on a une clause falsifiée en trop par rapport à celle-là, eh ben, on va avoir une des clauses là falsifiée, exactement une. Parce que si vous regardez bien, là, vous pouvez avoir qu'une des deux falsifiées, en fait. En fait, quand vous avez des clauses de compensation, si vous avez une série de clauses de compensation, il n'y en a forcément qu'une qui est falsifiée en même temps. Et ce qui fait que si jamais vous... Alors, donc là, si jamais vous arrivez à falsifier une des deux clauses, mais pas celle-là, ben c'est forcément une des deux clauses de compensation qui va prendre le relais. Alors, comme je suis trop près, j'arrive pas à voir quelle est l'affectation pour laquelle. Par exemple, si je mets 0 pour 1, 0. je mets 1 pour 2 et 1 pour 3. Ok, 1 pour 2, 1 pour 3. Donc on voit que c'est... Alors, celle-là est satisfaite par 0, et celle-là est falsifiée, effectivement, sauf que 1 est... 0 pour 1, c'est... Ah voilà, donc celle-là est satisfaite. Donc c'était laquelle des deux qui était falsifiée? Voilà, c'est ça. C'est exactement, voilà, c'est exactement ça. C'est quand une des deux clauses est falsifiée en haut, mais pas celle-là, c'est les clauses de compensation qui prennent le relais. Alors je ne sais pas si c'est très convaincant. Mais surtout, il faut garder... C'est-à-dire, c'est un autre terme que là, les deux clauses remises et la résolvant Alors. appliquent. Voilà, en fait c'est ça. L'idée logique, c'est ça. C'est si vous falsifiez une clause, mais pas. Jamal, tu voulais ajouter hein. En fait, là, je connais pas ton interprétation sur les prémices. Tu regardes dans ton projet statut, tu appliques la même interprétation sur des conclusions, par exemple, et la preuve, elle est construite de cette manière-là. Voilà, c'est ça. Si vous faites une table de vérité, en fait, que vous faites une table de vérité de ces deux clauses-là et celle-là toute seule, ça marche pas. C'est pas équivalent parce qu'il va y avoir des lignes de votre table où ça marche pas. Et pour que ça marche, il va falloir ajouter celle-là, en fait. Voilà, c'est ça. On va remettre x2 quelque part. Oui. Donc, disons que j'ai un MaxSat serveur qui me donne ce type de certificat comme résultat. Alors ça, c'est la suite. Pour l'instant, les solvers MaxSat, ils vous donnent l'optimum, mais ils vous disent pas pourquoi. Ah, tu donnes le nombre de clauses. Voilà, ils vous disent par exemple, alors si je vais à la toute fin, alors, et ça a été ça le point de départ de notre travail. Alors, j'en étais où?
où est-ce que... Voilà, c'est ça. Si vous lancez un solver maxat sur la formule d'origine qui était 2 diapos avant, vous allez arriver ici, il va vous dire l'optimum maxat, c'est de falsifier 2 clauses, et ma preuve à moi, c'est juste l'affectation qui permet de falsifier 2. Mais ça vous démontre en aucun cas qu'il ne peut pas faire mieux. Donc lui, il ne le fait pas. Il vous dit juste, voilà la solution optimale, je ne vous dis pas pourquoi elle est optimale. Nous, je reformule la question. Disons qu'on a un certificat pour on est en mesure de trouver des certificats comme ça de quelque façon. Du coup, par contre, moi, j'ai un autre problème du type max machin, je ne sais pas. Je suis un hamiltonien dans un graphe et je veux que ça passe par un maximum de sommets, je ne sais pas. Et que j'arrive à faire une réduction vers maxat. Est-ce que ça nous dit quelque chose, le certificat de maxat par rapport? J'imagine que ça dépend. Alors, on va dire, dans ce cas-là, la preuve, elle est en 2 morceaux. Il y a le morceau maxat, mais il y a un morceau de la preuve qui est la transformation d'une instance chemin Hamiltonien. Voilà, ça, il faut la preuve de la réduction aussi dans ce cas-là. Parce que sinon, ça veut juste dire j'affirme que mon instance pour chemin Hamiltonien max, elle est équivalente à cette instance-là maxat, et je vous donne la preuve pour l'instance de maxat. Donc ça, c'est juste la preuve pour l'instance de maxat. Il manque le morceau qui fait la liaison avec l'autre problème. En fait, quand tu donnes les classes, là, elles sont définies par rapport à la réfutation que tu as. Oui. Donc la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a des classes pour lesquelles ça se comporte bien et qui sont définies par rapport à la forme de la formule, pas par rapport à la forme de la réfutation. Comme pour 2SAT ou OR. Et l'autre question qui vient ensuite, c'est du coup, comme en fait, là, les bonnes classes, c'est des classes pour lesquelles tu as un certificat de taille polynomiale pour la réponse non. Donc du coup, tu vas avoir un certificat polynomial pour la réponse oui et un certificat polynomial pour la réponse non. Donc du coup, je me demande si par rapport aux classes de formules que tu vas définir de cette façon-là, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les classes polynomiales pour ça et les classes polynomiales pour... Alors, c'est des bonnes questions auxquelles... Alors, on n'a pas vraiment réfléchi, c'est vrai, en se disant, on ne va pas considérer la réfutation, mais la formule. Donc en fait, il faudrait faire le lien entre les classes de réfutation, entre les classes de formule et les classes de réfutation pour répondre, je pense, à cette question. Parce que par exemple, les ORN ou les 2SAT, finalement, alors 2SAT c'est facile, donc j'imagine qu'elle est très en haut. Voilà, en fait, il faudrait savoir, c'est ça, la correspondance entre les classes de formule et les classes de réfutation pour répondre à cette question. Mon intuition me dirait que les classes polynomiales pour SAT vont rentrer dans ces cas-là, mais ce serait une conjecture. Voilà. Parce que, alors, c'est pas tout à fait en rapport avec la question, mais ça me permet de venir à une chose que j'ai pas dite. Ce cas-là, il est exponentiel dans notre adaptation, mais on n'a pas démontré qu'il est exponentiel dans le cas général. Donc peut-être que celui-là il est exponentiel parce que c'est moi qui propose cette adaptation-là, et qu'il y a une autre adaptation qui vous dit le cas général, tout va bien, il est polynomial. Ça, c'est une question ouverte. Donc ça, c'est la première chose. C'est ça, voilà. Ça, c'est connu, et ça, c'est encore en suspens parce que peut-être que c'est nous, notre méthode, qui se comporte comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes qui se comportent différemment. Et donc effectivement, voilà, d'avoir une formule par rapport à la classe de la formule. Alors, j'ai envie de dire c'est une bonne question, même si avec un petit point, c'est-à-dire que quand vous finalement quand vous prenez une formule, quand on prend une formule et qu'on calcule une réfutation par résolution de la formule, ce qui se passe dans le cas général dans la littérature, c'est qu'en fait la réfutation, elle porte sur une toute petite portion de la formule. Donc en fait c'est pour ça la motivation derrière le fait de dire nous on veut borner par rapport à l'aspect de la réfutation et pas par rapport à l'aspect de la formule. C'est-à-dire que si j'ai une formule de SAT avec 1 milliard de clauses, mais finalement ma réfutation, il y a rien dedans, ça ne m'intéresse pas forcément que la formule de base soit de SAT. C'est pour ça que vraiment c'est le point d'entrée, c'est la réfutation, parce que faut imaginer si on fait tourner
l'outil. Vous allez avoir formule avec 1 milliard. Peut-être les 10 premières fois, il va vous dire bah, la réfutation, il n'y a rien dedans, enfin, elle est quasiment vide. Et donc, du coup, c'est plus pertinent dans ce cas-là d'avoir vraiment quelque chose par rapport à la réfutation et pas par rapport à la formule. Et deuxième chose, le petit problème qu'on a, c'est qu'une fois qu'on applique la max réfutation qu'on obtient, on change la formule. Donc, tout le raisonnement qu'on a eu de se dire on va regarder toute la formule et essayer de voir dans quelle catégorie on est, bah, il faut recommencer, il faut se dire à nouveau dans quelle catégorie on est. Alors, je ne sais pas si ça répond bien. J'ai une question, si je te donne une formule, et du coup, c'est pas ce que tu as fait, est-ce qu'il existe une réfutation qui est read once? Non. Est-ce que ça, c'est un problème facile, c'est pas facile? Enfin, alors, en fait, il est où, voilà, justement, c'est un des points d'entrée de notre réflexion. Pourquoi est-ce que... Parce que finalement, s'il existait toujours une réfutation read once, et si c'était facile de le faire... Non, c'est pas ça ma question. Ah, pardon. Je te donne une formule, et je te pose la question, est-ce que... Et je te dis, elle est fausse. Je te donne une réfutation très compliquée. Est-ce qu'il existe une réfutation de cette formule qui est read once? Voilà, et c'est ça. Et du coup, j'ai envie de dire, non, pas forcément. Ça, c'est un résultat qui est connu. On connaît des formules pour lesquelles il n'y a pas de réfutation read once, et même des formules très simples avec cyclose. C'est la décision de ça, c'est dur. Alors, je pense que ça doit être un problème... c'est difficile comme problème à résoudre. Parce que l'idée, c'est que comme c'est les read once, c'est les plus simples. Pourquoi c'est les plus simples? Parce que si je vous donne... En fait, si je vous donne une formule et que je demande est-ce qu'il y a une réfutation read once de cette formule, comme elle est read once, on peut borner sa taille très facilement. Et du coup, forcément, le problème de la chercher est difficile. Même en ayant la certitude qu'elle existe, c'est difficile. Et du coup, nous, notre point de départ, c'est de se dire on va avoir une réfutation, celle que l'oracle SAT saura nous donner en un temps raisonnable et on va se débrouiller avec. Et souvent, elle ne sera pas read once, parce que simplement, soit il n'aura pas réussi à trouver une read once en un temps raisonnable, soit simplement, comme il n'en existe pas, il aura trouvé autre chose. On a encore deux questions. Moi, c'est juste très rapide. Voilà, on va manger un sucre. Tu peux nous rappeler juste la complexité pour calculer MaxSat sans certificat de la classe de complexité, si tu sais. Pour résoudre le problème MaxSat, c'est NP difficile. C'est NP difficile. Donc en fait, c'est basiquement une des moyens faciles, en fait, c'est quasiment ce qu'on fait là, c'est d'appeler itérativement un oracle SAT qui lui est NP complet, et du coup, ça devient NP difficile. Puisque j'ai su le questionnaire des benchmarks ce matin, j'imagine qu'il y a des tonnes de benchmarks sur MaxSat et je me pose la question, puisque tu nous dis que les précédents outils qui résolvent les MaxSat ne donnent pas de certificat, je me demande si finalement vous avez comparé votre temps de résolution avec l'heure et, question subsidiaire, si finalement, j'imagine que vous êtes un peu plus lent que les résolveurs MaxSat qui ne fournissent pas de certificat, c'est logique. Et je me demande quelle méthode ils utilisent alors finalement qui ne leur permettent pas de fournir un certificat. Alors, comment ils arrivent à fournir la bonne réponse sans donner un certificat? Alors, bon, déjà je m'attendais à la question quand j'ai entendu l'exposé d'avant, je me suis dit celle-là elle est pour moi. donc, par rapport au benchmark, bon, il y a des benchmarks, on va dire il y a deux types de benchmarks. Les benchmarks la capacité à produire des certificats, on n'en a pas, on est les premiers à le faire. Donc ça, de ce côté-là, quand on a présenté l'article, c'est très facile. On disait, on passe de 0 à 163, tout va bien. Tout le monde était content. Par rapport aux solvers MaxSat, eux sont beaucoup plus élevés. Donc il y a quand même un écart assez important. Et je pense que ça fait partie des poursuites des travaux d'essayer de petit à petit réduire l'écart. Ou de l'autre côté, si on veut se placer de l'autre côté, pour les solvers MaxSat qui ne produisent pas de certificat, de se dire comment je pourrais produire un certificat. Alors du coup, les solvers, alors il y en a qui font des choses assez proches, qui en fait appellent un oracle SAT, sauf que eux, ils transforment la formule en quelque chose qui n'est pas du tout équivalent. Ils rajoutent des variables, ils font des... Et ce qui fait que je ne sais pas à quoi pourrait ressembler un certificat produit par un solver comme ça. Ça c'est, en fait, c'est la question, si on se pose la question dans l'autre sens, c'est-à-dire pas seulement dire on va essayer de prendre notre outil là qui fait des certificats et le rapprocher des performances, si on se pose la question de savoir on va prendre les solvers MaxSat et essayer de faire en sorte qu'eux produisent des certificats,
première question, c'est à quoi ça pourrait ressembler un certificat de leur part? Ça, c'est une question... voilà, par exemple, ceux qui appellent itérativement, il y en a qui appellent itérativement un oracle SAT, comme je le fais, sauf qu'eux, ils vont juste dire bah, ces 3 clauses sont inconsistantes, donc ça veut dire cette sous-formule-là, on ne peut pas la satisfaire. En fait, ils vont transformer la formule en rajoutant des variables pour dire on va essayer de transformer la formule en un équivalent où on se donne le droit de falsifier une des clauses de la formule d'avant. Ce qui fait que ce n'est pas une formule équivalente, mais je dis c'est bon, ça nous convient parce que finalement on sait que ça c'est insatisfiable. Donc il y aurait quelque chose un peu comme, dans ce cas-là, je pense qu'un certificat pour eux, si on essayait de se mettre dans la tête pour cette méthode-là à eux de comment ils pourraient faire un certificat, ce serait de se dire on met pause, on fait la preuve que ça c'est insatisfiable, puis au lieu de le transformer, on dit bon c'est bon, on accepte. Comme c'est insatisfiable, ça veut dire qu'on a le droit de faire notre transformation à nous. Et alors pourquoi leur méthode? Parce que je suis pas sûr de bien comprendre, mais pourquoi ils sont beaucoup plus rapides que vous? Alors, ils sont beaucoup plus rapides. Vous gardez plus de trucs en mémoire Alors, il y a... Parce qu'à la fin, on est d'accord qu'ils sont corrects. Ils trouvent le... Oui, voilà, eux, ils ont la preuve de leur algorithme, mais ils n'ont pas la preuve de leur instance. Ça pourrait prendre plus de temps. Et en fait, s'ils voulaient faire la preuve rigoureuse, il y a des choses qui simplifient. Ils devraient prendre du temps de calcul pour la construire en cours de route, en fait. Et... Oui, on pourrait imaginer une trace d'exécution. Nous, la contrainte, c'est qu'on a fait quelque chose, vraiment nos certificats, ils sont, on va dire, c'est une rigueur extrême. C'est-à-dire que c'est une transformation d'une formule en un équivalent à la fin qui soit, alors j'étais où? Qui soit, alors j'irai pas dire trivial, mais voilà, c'est un équivalent d'une formule en cet équivalent-là, avec que des clauses vides et une sous-formule satisfaisante. Donc c'est vraiment une preuve, on va dire, extrêmement rigoureuse qui préserve l'équivalence MACSAT. Donc cette formule-là équivalente à celle du début. On pourrait imaginer d'autres formes de preuves qui soient moins rigoureuses, et c'est ce qu'on ferait si on essayait de réfléchir comment est-ce que les solvers MACSAT qui sont efficaces juste pour résoudre pourraient faire un certificat. Eux, ils feraient une trace, mais ce ne serait pas une trace aussi rigoureuse. Quelque part, ce serait une version extrêmement, alors je n'irais pas dire compressée, mais différente, mais quelque part compressée aussi de ce que nous on ferait. Ce qui fait que si on veut avoir vraiment quelque chose de très rigoureux, on serait obligé d'allouer du temps de calcul pour prendre la trace et l'étendre jusqu'à avoir quelque chose de rigoureux. Alors, dans cette même ordre d'idée, pour donner une idée peut-être plus précise, là, quand j'ai dit on a implémenté l'algorithme, j'ai dit qu'on faisait appel à 2 oracles. En fait, Bullforce, c'est l'oracle SAT, et TraceCheck, c'est ce qu'on appelle son vérificateur. Et en fait, pourquoi 2 oracles et pas un seul? Pour quelque chose finalement d'un peu similaire, c'est que Bullforce va vous renvoyer sa trace, mais ce n'est pas la réfutation par résolution. C'est vraiment quelque chose de très compressé, de très condensé. Vous n'avez pas vraiment la preuve. Vous avez une idée de la preuve, mais vous n'avez pas la preuve. Et du coup, on va prendre la trace et on va faire des calculs dans TraceCheck pour avoir la preuve. Et en fait, si on avait des certificats faits avec les solvers MACSAT, ce serait la trace du coup de ce qu'ils ont fait. On aurait la même chose. C'est-à-dire que pour avoir la preuve, on aurait 2 outils. En fait, un outil, le solver MACSAT. Et si vraiment on veut la preuve et pas juste la trace où on n'a pas d'intuition de comment ça marche, bien on aurait un outil associé pour prendre la trace et faire énormément de calculs, probablement autant que nous, pour reconstituer la preuve entière. Juste conceptuellement, pour compléter ce que dit Mathieu, en fait, mettre chaque fois un peu plus haut, c'est qu'en fait, les solvers qui sont rapides, disons, leur but, c'est de. En fait, ils ne préservent pas l'équivalence MACSAT, ils préservent l'optimum. Donc, du coup, c'est plus simple de préserver l'optimum, ça coûte moins cher de préserver l'optimum que de préserver l'équivalence. C'est-à-dire pour toute interprétation, tu as le nombre de clauses classifiées ici égale au nombre de clauses classifiées ici. Voilà. L'objectif, donc ici, ce qui est construit, c'est des réfutations. En fait, donc une règle d'inférence, c'est-à-dire j'ai un raisonnement qui me dit, en fait, le raisonnement logique me permet de dire que mon optimum, c'est vraiment le bon, j'ai la preuve d'optimalité. Et j'ai le certificat pour lequel je peux faire l'évolution et la conceptuellement, c'est la différence majeure qui fait qu'on n'est pas dans on n'est pas dans un esprit de résoudre, même si l'objectif final, c'est quoi? C'est que, grosso modo, aujourd'hui, si je parle de la résolution, je mets ça de côté. En fait, on a des approches qui font appel à des solvers SAT itératifs qui transforment par ce qu'on appelle des formules de cardinalité tout en préservant l'optimalité. Ça, c'est un type d'approche. Il y a des approches, il y a des types d'enchaînement, là où on utilise l'inférence MACSAT. Et l'idée, en fait, l'objectif, c'est d'arriver, in fine, à fusionner, en fait, avoir plus d'inférences
pour pouvoir mieux suivre et tracer ces solvers au MaxSat. Donc c'est plus de raisonnement qu'on n'a pas aujourd'hui dans ce qui marche d'un point de vue pratique. Merci. On va pouvoir remercier encore tous nos orateurs d'aujourd'hui. Donc il y a un buffet qui est en train d'être installé juste à côté, là où on a fait la pause.